Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canoë-kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'Emmanuel Brugvin. Alors, Manu, c'est l'un des meilleurs séistes français des années 1990. Plusieurs fois vainqueur en Coupe du Monde, il remporte en 1999 le titre mondial à la CO d'Urgell. C'est sur ce même bassin qu'en 1992, le titre olympique lui a injustement échappé. Salut Manu, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au canoë slalom ? Alors j'ai commencé en septembre 80. Effectivement, on n'avait aucune appétence particulière pour le kayak, les sports nature. Enfin moi je faisais pas trop de sport avant. J'ai commencé par le judo en arrivant à Dole. J'étais un des plus petits, donc je me faisais j'étais toujours par terre et je pouvais pas redonner la monnaie de la pièce. Donc je me suis dit c'est quoi ce sport où c'est tout le temps par terre, c'est pas rigolo. Et c'est là que j'ai enchaîné sur comme mon frère un an après, ça lui plaisait bien. Je me suis dit pas de raison, ça va le faire. Et puis moi ça m'a plu tout de suite. Vraiment j'ai adoré d'être dans la nature et sur l'élément naturel. Et puis a priori je me débrouillais bien, donc ça a aidé aussi, je pense. Mon frère s'est déjà investi, et puis c'était l'ambiance, c'était super, familial. Il y avait une bonne. Bon, après c'était un petit club, c'était que des vieux. Moi j'étais vraiment le plus jeune et le plus jeune pendant très longtemps. Mais ça m'a pas gêné. J'étais bien entouré, ils étaient bienveillants avec moi voilà j'ai peut-être permis après à ce que plus de jeunes viennent et puis après le club s'est structuré et puis après c'était un club normal avec. T'es toujours resté dans ce club ? Toujours, j'y suis toujours. Encore maintenant, t'as ta licence c'est important avec tout ce qu'ils ont fait pour ma carrière. C'est un peu ma famille, le kayak et en particulièrement le club. Donc c'est aussi une manière de leur donner la monnaie de la pièce. C'était un club de descendeurs plutôt, loisirs et descente. Et puis progressivement, avec l'arrivée des Brugvins, on s'est mis doucement tous au slalom. Et après, on s'est mis après, on a fait toutes les disciplines quasiment, à part le kayak polo. T'as commencé direct la compète ? Ouais, moi j'étais bien, j'aimais bien la compète. Je faisais que de la compète d'ailleurs, c'est ce qui était un peu problématique pour certains. Je m'entraînais pas la semaine et je faisais que la compète. Pour moi, c'était un entraînement en soi. Et comme tu venais juste le samedi pour le jour de la compète. Voilà, c'est ça. Et le mercredi, alors au grand dame de mon frère, c'était il dit viens t'entraîner à 14h. Et moi je dis non, il y avait Récré à 2. Récré à 2, c'était une série sur Antenne 2 à l'époque, ça s'appelait. Et il y avait tout le dessin animé Goldorak, Albator et tout ça. Et moi j'étais à fond là-dedans et j'avais pas du tout envie d'aller m'entraîner. Je préférais aller regarder ça. Et puis de toute façon les compétitions je les gagnais, donc je me dis à quoi ça sert de s'entraîner quoi. Et donc là c'est pour tous ceux qui stressent parce que leurs enfants ne sont pas très motivés au départ, il faut pas s'inquiéter, ça peut arriver un peu plus tard. C'était à quel âge ça ? J'avais 10 ans, 10-11 ans, et pendant 2 ans, moi j'ai fait ça. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu commences à t'entraîner en dehors des compètes ? Alors après, il y a le club qui a créé un sport-études au collège. Et la première année, moi, je suis pas allé parce que j'étais pas plus motivé que ça à m'entraîner. Au bout d'un an au championnat de France, alors j'étais KD1, je battais tous les jeunes de mon club, même ceux qui étaient en sport-études, et puis les gens de la région, parce que j'avais commencé plutôt que les autres aussi. À l'époque, 10 ans, c'était plutôt pas rare, mais pas non plus très courant. Et au championnat de France cadet, en KD1, c'était à Bourg-Saint-Maurice. J'ai dû faire 30e slalomeur et une la soixantaine en descente. Et mes collègues, un ou deux collègues que je battais toute l'année, m'ont battu au championnat de France. Et là, je me dis, peut-être qu'il va falloir que je me bouge les fesses. Et puis, surtout, j'avais envie de faire du canoë comme mon frère, qui cette année-là était champion d'Europe junior. En C1, je crois que c'était exactement en 85. Et je me suis dit, tiens, pour si lui arrive, pourra pas moi. Par contre, peut-être que je m'entraîne un peu. Puis le fait de vouloir me mettre au canoë, ça m'a fait 4-5 ans que je faisais du kayak. J'avais envie de passer à autre chose. Et c'était un moyen de me motiver aussi, quoi. Voilà. Et on m'avait dit, en fait, aussi, tu mettras au canoë quand tu te sélectionneras en kayak. En gros, un séiste, c'est toujours un bon kayakiste. Donc, sélectionne-toi en KD1, en kayak. Au championnat de France ? Championnat de France, ouais. Tu voulais déjà faire du C1 avant, mais on t'a dit, tant que tu te sélectionnes pas en France, Voilà.
Donc j'en ai quasiment pas fait. Et puis dès que j'ai fait dès que je me rappelle, dès que j'ai fini les France en KDR, les France de kayak, ben la semaine qui a suivi, je me suis mis au canoë et là là par contre ça m'a motivé d'une force et là j'ai commencé à m'entraîner et là je suis rentré donc en sport-études en septembre. À Dole aussi. À Dole aussi en troisième. Donc il y avait déjà Yves Narduzzi qui était rentré la première année. Et je crois hein, donc, qui était du même club ou qui était il était de Pontarlier. Il était de Pontarlier et c'était un peu tous les voilà, c'était un peu tous les gens du club enfin de la région. Voilà et puis vous avez le même âge avec Yves Narduzzi? Il a un an de plus que moi. Ouais, je suis de 70 fin de l'année et Yves est de 69 pareil fin de l'année aussi en novembre je crois. Voilà. Donc vous êtes vite tiré la bourre on s'est vite tiré la bourre. Alors au début, il était meilleur que moi. Il y a eu les sélections. En fait, il y a eu les sélections pour les championnats du monde junior en 86. Donc moi, j'avais 7-8 mois de bateau de C1 et il y avait en canoë en junior, il y avait les deux favoris qui étaient Carlo Favocci, qui avait un an de plus que Yves, qui était junior 2, Yves qui était junior 1, et puis après ça se tirait un peu la bourre avec on va dire des seconds tours, on va dire. Et donc moi j'étais calé 2 et on m'a dit bah vas-y fais les sélections. Et puis finalement je me retrouve troisième sélectionné. Donc c'est un peu les mêmes noms que tu vas retrouver toute ta carrière. Et après voilà, quand j'ai suivi, voilà, c'était un peu le trio qui nous a voilà, c'était ça pendant des années. Et donc ça a commencé par les sélections juniors, on me rappelle à Saint-Pierre-de-Bœuf. Et donc on a fait Spital et c'est là qu'on j'ai pu rencontrer cette fameuse génération 69, même si moi j'étais 70, avec toute l'équipe de France junior, avec donc Yves, Carlo Favocci, Sylvain Curigné, Anouk Loubier, Thomas Monnier, il y avait peut-être qu'il arrive un an plus tard Thomas, parce qu'il était de mon âge, donc il est arrivé le mondiaux d'après je crois. Il y a eu plein de voilà, c'était Addison Ford bien sûr. Voilà, c'était la génération 69 qui a perduré pendant 2 décennies. Ah, je savais pas que vous étiez tous de la même génération. Ouais. Et après, il y a eu la même chose en les générations 2005 aux mondiaux et aux championnats d'Europe en 2005 et 2006 avec donc là j'étais à l'époque j'en fais un saut de 20 ans en arrière, en avant. Où j'étais coordinateur de l'équipe de France junior quand j'étais CTR en Poitou-Charentes. Et là il y avait donc je coordonnais l'équipe, toute l'équipe, et j'avais aussi en responsabilité les C1 avec Denis Gargot, Norbert Neveu, il y avait aussi Combo, il y avait Marie Zélia, il y avait en gros toute l'équipe olympique de Rio. Génération 87 je crois, ça, je compte ça. Hein. Peut-être, oui, je sais plus les dates, peut-être je sais plus leur date de naissance, mais oui c'est ça, en 2000. Et donc effectivement c'était une année, une génération particulière qu'on a retrouvée 20 ans plus tard. C'est marrant, 87, c'est un peu les mondiaux de Bourg-Saint-Maurice. C'était une année aussi assez forte pour la fédération. Donc 87, toi, c'était ta deuxième année, non, t'étais junior 1? Alors 87, j'étais junior 1, voilà. Donc tu fais tes premiers championnats d'Europe à Spital. Alors il n'y avait pas de championnat d'Europe à l'époque. Il y avait que les championnats du monde tous les 2 ans. Donc comme disait Brigitte dans un autre dans son podcast, elle était de la mauvaise année, c'est-à-dire qu'en gros elle était junior 2 pendant une année où il y avait rien, donc les pré-mondiaux on va dire. Moi j'ai eu la chance de commencer en cadet 2 avec les mondiaux et en junior 2 avec les mondiaux à Spital. Non, je répète, cadet 2 à Spital. Cadet 2 à Spital et à CO en junior 2. En 2008. Voilà. 2006, 2008. 88. C'est ça. Et là-bas, j'avais rencontré Gareth Marriott, mon concurrent principaux. Et donc, j'avais fini 5e à CO en Espagne. Alors, c'était l'ancien bassin qui était sur la route d'Andorre. Et je me rappelle, il y avait eu toutes les fiches étaient hyper basses, on était quasiment à 10 cm sous l'eau, enfin au-dessus de l'eau. Et il y avait eu, je crois, 3 ou 4 manches à 0 sur toutes les manches de tous les championnats. Toute la course. Alors, moi, j'avais fait au moins 15 balles, je crois. C'était le toucher à 5 secondes. Voilà, donc j'avais fait un très bon temps, mais je m'étais retrouvé 5e.
toutes les touches que j'avais fait bien mériter, hein. J'étais allé à fond et j'avais pris des risques. Donc les mondiaux 87, t'es allé les voir à Bourg? Alors ouais, alors avant tout ça, quand j'ai commencé le club, enfin le kayak, la personne, l'ancien, enfin un collègue de mon père, camarade de mon père, était curé. Et alors j'ai jamais vu en soutane, mais c'était un peu notre curé. Il avait fait le séminaire à l'époque et alors, c'était notre curé du club et il nous amenait partout. Et il nous a amenés au championnat du monde de Merano en 83 et puis après 85 à Augsbourg. Donc moi j'avais 12 ans et je commençais à peine le kayak et j'avais adoré quoi. C'était ambiance de folie avec les Français derrière et surtout je savais déjà que je voulais peut-être faire un peu de canoë euh, parce que mon frère y commençait et puis surtout quand j'ai vu les deux monstres américains surtout John Luckbill qui avait mis la dernière à tout le monde et j'étais arrivé en bas de sa course et je l'avais attendu il était encore tout transpirant et haletant de son effort avec les muscles gonflés de sang et moi j'étais là je l'ai regardé c'était vraiment le monstre c'était vraiment très C'était un impressionnant. très gros gabarit. Ouais. Et puis c'était un dieu vivant quoi. Déjà à l'époque il gagnait tout haut la main avec donc ça m'avait vraiment impressionné, ça m'avait vraiment très marqué et puis c'est ça je pense qui m'a boosté. Et après on a été voir les mondiaux à Augsbourg en 85 avec une ambiance de folie, je sais plus combien de milliers de personnes autour. Enfin, c'était avec John qui avait encore gagné. Au moins qu'il avait fait deuxième, c'est la seule fois où il a fait deuxième, il était blessé, je crois, c'est David Arndt qui l'avait battu, mais sinon il a gagné tous les autres championnats du monde, je sais pas. Et c'est David Hearn qui l'a battu cette année-là. Voilà, il a fait que deuxième parce qu'il était blessé, il avait l'épaule en vrac. C'est pour montrer le phénomène, quoi. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivé, je pense, qui m'a vraiment donné envie de continuer. Et puis après 87, en fait c'était encore un championnat du monde exceptionnel parce que déjà c'était en France, un des plus hauts bassins du monde. Et puis pareil, voilà, c'était en plus moi j'ai commencé à être junior 2, je commençais à vraiment me projeter dans le haut niveau. Je faisais déjà du canoë et j'avais déjà fait les mondiaux, voilà, dans junior, donc ça y est, j'étais à fond dedans, quoi. C'était parti, quoi. Et en 87, je crois que c'est en 87, je reprends ma note parce que ça fait très longtemps, je suis rentré dans en sport-études à Besançon. Le pôle France devait être créé depuis seulement 2 ans avec Pierre qui venait de le créer. Donc attends, t'étais en sport-études, c'était au collège et au lycée à Dole? Alors c'était le collège en sport-études à Dole et le lycée à Besançon. Ouais. Ok. Avec des ligneux cette fois-ci. C'était Patrick Masson qui s'occupait de nous, la coordination en tout cas du pôle, et il nous faisait un muscu, et puis voilà, et puis après nous on s'entraînait en salle avec le pôle France, quoi. On n'était pas toujours avec les athlètes, mais on était pas loin, quoi. On arrivait quand même, on les côtoyait vraiment, on était tout petits, il n'y avait pas grand monde, hein. Et la première année, je me rappelle, le club était en réflexion, et on se changeait l'hiver au coin du feu, on faisait un feu carrément pour se réchauffer et s'habiller devant la rivière, c'était un peu trash, quoi. Mais bon, on était motivés, donc ça nous faisait rigoler. Ça devait faire rigoler les gens de passage aussi. Ouais, on voyait pas trop ce que c'était dans l'intérieur du club, donc il n'y avait pas trop de passage. Heureusement d'ailleurs, je pense qu'on nous aurait interné. Donc t'as eu accès dès tes années lycée à, en fait déjà à l'entraînement Pôle France avec Pierre Salomé. Voilà, donc en fait, lui, il m'a vite repéré parce que j'étais le petit frère de Thierry, qui était déjà au Pôle France aussi. Donc voilà, j'étais tout de suite moi je suis un pur produit de fédéral, quoi, hein, du haut niveau, de l'animation nationale. Et puis voilà, ça a bien fonctionné en tout cas. Et donc pareil, Yves est arrivé en même temps que moi, on était en lycée aussi à Julag tous les deux. Et puis après on a fait notre carrière tous les deux quasiment en parallèle, quoi, au même endroit, quoi. On s'est entraîné beaucoup avec Carlo. Alors après là-bas j'ai rencontré Jackie Avril, Philippe Bresner, qui c'est qu'il y avait Sylvain Curigné, Philippe Vuitton, les frères Palu, Jérôme Guidini, on a eu du monde, il y avait, j'en oublie plein, il y avait les frères Eric et
Voilà, là, je suis très mauvais avec les noms. Bref, Voilà. ouais, il y avait plein de monde et c'était vraiment une super équipe. Et donc après, voilà, c'était vraiment un pôle très développé avec Cesson et Toulouse, quoi. Et vous Voilà. vous entraîniez comment alors au pôle à Besançon? On s'entraînait, tous les jours. Moi, au moins une fois par jour au départ, puis après 2 fois par jour comme les grands. Et à un moment, ils s'entraînaient même 3 fois par jour. C'est là où mon frère a arrêté en se disant, c'est bon, il s'entraîne trop, je peux pas tenir. Et quand j'ai commencé à le battre, à le titiller en senior 1, senior 2, il a commencé à arrêter. Alors je sais pas si c'est pour ça aussi, mais ouais, on s'entraînait régulièrement. On avait notre bassin de slalom sur le plat devant le CNB, le sport nautique byzantin, qui était un beau bassin de plat avec une pile de pont. Il y avait très peu de contre. Et puis après, il y avait la Malate, 1 kilomètre ou deux en amont. Et là, c'était carrément de l'eau vive. Alors, on n'avait pas beaucoup d'eau vive, mais de temps en temps, il y avait des crues ou un peu plus d'eau. Et là, c'était vraiment du gros baston. Et je me rappelle en cadet, je naviguais, je faisais à peu près 20 esquimaux par séance. Je naviguais je faisais du biathlon, quoi. Et ça m'a appris à esquimoter dans tous les sens et d'être très à l'aise en eau vive. Et, au début, je savais pas faire de contre-appui, donc bon, je faisais que des contre-appuis d'ailleurs. Je faisais pas d'appui débordé, donc j'ai pété une vingtaine de paillets à l'année. Enfin, c'était folklore, c'était intense comme bassin et très particulier. Mais quand il y avait l'eau, il y avait d'énormes vagues à surf. D'ailleurs, les freestylers se régalent encore maintenant, même s'il y a une centrale hydroélectrique maintenant, mais on a encore moyen de faire un peu de slalom. Mais il n'y a plus beaucoup de portes. Il y a toujours de l'eau. Muscu déjà? Alors la muscu, ouais, alors j'ai pas été un grand fan de muscu. Je m'entraînais, au début c'était 1 fois par semaine, après 2 fois par semaine. Je suis monté à 3 fois par semaine. Le problème c'est que comme j'étais plutôt un gabarit hors norme, euh, ben j'étais grand donc lourd. Et si pour être lourd, ben il fallait un peu plus de puissance, mais plus de puissance, plus c'était lourd, donc c'était un peu servicieux. Donc la problématique c'était de prendre de la puissance sans prendre de la masse. Donc je faisais beaucoup de force. Et j'ai jamais trop aimé la muscu, quoi. Donc il fallait quand même que j'en fasse. Donc j'en ai fait de plus en plus à la fin, mais ça a été un peu long à venir. Et C'était Pierre qui vous accompagnait sur la muscu ou il y avait un préparateur? Pierre faisait tout. Il était sur l'eau, il était sur la muscu, il était sur la préparation mentale, il s'occupait de nous à l'école, enfin à l'école. Il était, je sais pas comment il faisait à l'époque parce qu'on était une vingtaine d'athlètes, dont peut-être 4-5 en sport-études slalom. Et il s'occupait de tout. On allait sur les ENA, c'est lui qui louait les gîtes, c'est lui qui organisait tout. C'était un peu un club bis, quoi, et on faisait tout dessus, et il était tout seul au départ, quoi. Et ouais, il travaillait comme un malade. Ce que je disais à la fin de sa carrière, j'ai dit, mais je crois que, ou c'est lui qui me disait ça aussi, moi, je sais plus, mais en gros, je l'ai vu plus souvent que ses enfants, quoi. Ouais. C'est drôle à dire, ça fait presque de la peine pour ses enfants ou pour eux, mais c'est vrai, c'est ça. On s'est vu énormément pendant des années, quoi. Bon, pas que moi, il y a eu Yves aussi, Carlo également. Enfin, enfin, je dis ça parce qu'on a commencé tôt avec lui. Jackie est arrivé un peu plus tard et puis, enfin plus tard il a arrêté plus tôt. Mais ouais, ça a été notre entraîneur pendant des années, quoi. Il me racontait qu'il a mis en place beaucoup de choses sur la préparation mentale avec différents intervenants autour du pôle. C'était plus tard, ça? Ouais, alors j'ai du mal un peu dans les dates, mais bon, déjà il y a eu après une aide pour l'espoir. Il y a eu Jean-Michel Monveuf qui est arrivé. Qui était le CTR Franche-Comté? Non, Non. Jean-Michel Monveuf c'était mon entraîneur De Dole. de Dole, entraîneur du club et de sport-études. Il y a eu Armel Chauviré qui a pris la suite. Il y a eu un autre entraîneur, Loïc Ferbeuf, pour la course en ligne. Ça s'est un peu structuré au niveau des jeunes, donc il était un peu moins sur les jeunes. Et donc là, plus centré un peu plus que sur le pôle France. Et, donc ouais, il était très tôt, il a été branché sur le mental. Alors, c'était vraiment un vrai technicien. On était vraiment là-dessus. C'était vraiment je pense sa particularité. Et puis très tôt aussi, il a travaillé sur le mental et il s'est entouré. Enfin déjà nous, il faisait travailler là-dessus. Déjà, il nous faisait poser des vraies questions. Jean-Michel Mauveuf, c'est très fort là-dessus d'ailleurs aussi. Et on était bien entouré déjà jeunes.
Et, et puis après, ouais, c'est comme un peu bien plus tard, dans les années, après les Jeux de 92, on a vraiment, je crois, enfin, Pedro s'est entouré de personnes extérieures et on a bénéficié, quoi, c'est sûr. Et, ça, donc, moi, ça m'a tout de suite mis le pied à l'étrier. Et puis derrière, après, ben, ça a été un peu ma priorité aussi, quoi. Voilà. Et la préparation mentale. Ouais. Parce que je pensais que c'était, enfin, stratégiquement, c'était vital, en le sens où, à haut niveau, physiquement, techniquement, on est tous à peu près au même niveau. Et ce qui fait vraiment les différences, c'est-à-dire les pourcentages de différence entre le technicien et le physique, il est de quelques pourcents à peine. Et donc en fait, il suffit qu'il y ait quelques pourcents en plus pour le mental, et c'est ça qui fait toute la différence. Et souvent, à l'époque, le mental, c'était pas vraiment la priorité du moment. Et moi, je sens que j'en ai besoin, parce que je pense que même si j'avais une facilité à me transcender les jours de la course, parce qu'on me disait toujours, ouais, mais tu caches un peu ton jeu, là, l'entraînement, t'es toujours derrière nous, puis là, en course, t'arrives à passer devant. Certains me demandaient si je faisais exprès. Je dis non, mon amour propre est suffisamment développé pour pas accepter de me faire battre en entraînement, mais c'est vrai qu'en compétition, ça me transcendait, quoi. Ça me donnait une énergie. Alors ça n'a pas été toujours le cas comme ça. Hein. Quand mon premier championnat de France en cadet, mon cadet en kayak, je me rappelle d'avoir fait ma course avec en me regardant de l'extérieur, et tout le long j'avais aucune lucidité, et arrivé en bas je me rappelais pas du tout ce que j'avais fait. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai fait 30e en France. Et donc là je me suis dit il y a du boulot quand même. Et donc j'ai quand même bien progressé et j'étais assez bon là-dessus. Mais dès qu'on arrivait sur des échéances importantes, c'était pas évident. Et donc j'ai vite senti qu'il fallait que je travaille la chose. Et donc ça m'a aidé effectivement parce que j'étais bien entouré, quoi. Tu as travaillé du coup spécifiquement sur cette capacité à te transcender le jour de la course? Ou tu travailles aussi globalement sur ton projet global? Ouais, c'était tout en fait. Au début, c'était vraiment apprendre des techniques basiques, des recettes, j'appelle ça. Voilà, visualisation mentale, extérieure, intérieure, euh, euh, des moyens mnémotechniques pour se motiver, pour être focal sur l'objectif ou rester sur son projet. Euh, et puis, au fur et à mesure, c'était plus aussi sur moi-même, sur pourquoi je faisais ça, pourquoi, qu'est-ce qui était la limitation, enfin, euh, qu'est-ce qui me permettait quand j'avais des difficultés, on essayait d'aller chercher plus loin, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est des agressions qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, et toutes les techniques qu'on met en œuvre au début, au moins, c'est d'arriver à se protéger de tout ça. Donc, en fait, c'est des techniques pour aller plus vite, tout en sans trop changer son chemin intérieur, on va dire. Et c'est là que alors ça a été long, hein, j'ai mis du temps, hein, j'ai mis des années à avancer là-dessus. Et je me suis aperçu de ça. Alors on va faire un grand saut en avant là. C'est lors des mondiaux en 99 où, j'ai enfin réussi parce que enfin c'était pas la course de ma vie parce que j'en ai fait d'autres, mais c'est où il y a le résultat le plus retentissant, et où j'avais aussi le plus de pression, parce que quand on est jeune, la pression on l'a moins, on est outsider, et puis on a les dents longues et on se dit quoi qu'il a rien à perdre, on a tout à gagner. À l'époque, en 99, j'étais en fin de carrière. J'avais montré que j'étais largement capable de gagner un championnat du monde ou plus, mais j'étais pas vraiment arrivé jusqu'au bout. J'ai fait plein de podiums internationaux, mais pas des coupes du monde, choses comme ça, mais jamais une médaille au championnat du monde, ni aux Jeux malheureusement, malgré mes expériences en 92, ma mauvaise expérience en 92. Et donc là, je m'étais dit bon, bah, il faut vraiment, c'est maintenant ou jamais, quoi. Je suis en fin de carrière, il faut que je me bouge. Et, et donc j'y suis arrivé, j'ai réussi à mettre tous les boucliers en œuvre, et plus que ça pour arriver à mes fins, et ça a été un énorme effort en fait, parce que je me suis battu contre les éléments, c'était un peu toutes les agressions qui venaient de l'extérieur, et que je me mettais moi-même, hein, de l'intérieur ou de l'extérieur, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout et à me battre jusqu'au bout. Et donc j'étais très fier de cet exploit intérieur. Mais là, je me suis dit, mais en fait, l'énorme énergie que j'ai fait, c'était vraiment un combat.
que j'ai réussi à mettre en œuvre après des années de travail, je me suis dit mais c'est pas possible de faire ça à chaque fois, quoi. C'était tellement énorme comme travail. Et je me dis mais quand je voyais Martican qui déjà en 96 qui était junior, il arrive à gagner, c'est pas possible d'avoir autant d'avance que ça en étant si jeune, quoi. Genre, moi j'ai mis des années à arriver à travailler cet équipement, cette artillerie de protection et de combat. Et là je me suis dit non mais il y a autre chose, je suis à côté de la plaque, c'est pas possible. Et là je me suis dit mais en fait c'est là que j'ai travaillé sur la fameuse métaphore de la route, de la voiture sur la route. De la 2 chevaux. La 2 chevaux, voilà. On a des méthodes, c'était, vaut mieux avoir une 2 chevaux sur l'autoroute qui fait une 100 km/h, qui plafonne à 100 km/h, qu'une Ferrari qui est sur un terrain vague, il peut pas dépasser les 30 km/h. Et en fait, pour moi, la voiture, c'était vraiment tout. En fait, j'étais arrivé à une Formule 1. J'ai commencé par une 2 chevaux et j'ai fini par une Formule 1. Et donc, en fait, j'arrivais à la commander. Elle avait toutes les options possibles, les puissances, les machins. Je la connaissais sur le bout des ongles, au bout des doigts. Et j'arrivais à éviter tous les obstacles à la fin, quoi. C'est ce que j'ai réussi à faire en 99. J'ai réussi à éviter tous les stress qui me sont arrivés. Mais il a fallu que je sois hyper concentré sur mon pilotage et que j'évite tous les obstacles et voilà. Que j'accélère au bon moment, que je freine et tout. Enfin voilà. Tu penses à quoi comme obstacle, par exemple? La pression de l'extérieur, les regards, l'enjeu, les médias qui sont là. Il y avait, je me rappelle, en 99, c'était année avant les Jeux, il y avait déjà les médias, l'équipe qui était là, où il y avait France 2 qui était là et qui même quand j'étais deuxième ou je sais plus si j'ai gagné, je me rappelle plus si j'étais premier ou deuxième de la première manche. Je crois que j'ai gagné la première manche et c'était l'addition des 2 manches ou la meilleure des 2 manches. Enfin, en tout cas, rien n'était joué et ils sont venus m'interviewer tout de suite en disant alors qu'est-ce que vous pensez de votre première manche, que vous allez faire en deuxième. J'ai dit là, j'ai dit tout de suite taisez-vous, je veux pas entendre parler de vous. On s'en reparlera, on s'en reverra après. Et ça faisait partie de mon protocole aussi. Et puis, enfin bon, il y avait plein d'agressions. Qu'on se met nous-mêmes aussi surtout, hein. Et tout ça pour revenir à ma voiture. Donc voilà, ma voiture était vraiment hyper perfectionnée, super rodée et je me suis dit mais en fait à l'époque Martican il avait une 2 chevaux. Il peut pas avoir tout ça. Il peut pas avoir tout ça, il avait forcément une 2 chevaux. Et comment il faisait pour aller si vite? Ben, forcément c'est que sa route elle était plate, c'était une autoroute. Et qu'il pouvait, avec le peu d'outils qu'il avait, avancer à fond et il n'avait pas grand chose à éviter, ni des trous, ni des bosses, ni des virages. Et alors que moi, a priori, j'avais pas mal de choses à faire. Et donc, alors c'est quoi la route? Alors ça représente quoi? La route, c'est tout son état intérieur, son rapport affectif à soi, à l'environnement, à l'extérieur, à tout ça. Et je pense que lui, intérieurement, il a déjà une confiance en lui énorme. Et plein d'autres choses, et qui fait qu'en fait il a pas eu besoin de travailler énormément cette voiture pour aller vite. Et c'est là que j'ai développé cette fameuse métaphore en disant voilà, maintenant il faut non seulement travailler les techniques les recettes de préparation mentale, mais aussi et surtout son état intérieur, on va dire. Souvent on s'en aperçoit vite, c'est que on est toujours sur le fil du rasoir pour arriver à la performance. Un petit truc de rien du tout peut faire passer d'un côté ou de l'autre. Et donc il y a toutes les recettes qui nous permettent d'éviter d'être déstabilisés. Mais cette crête, en fait, elle peut être beaucoup plus large et beaucoup plus stable si on est bien dans sa tête. Et on s'aperçoit que qu'est-ce qui fait qu'elle part à droite ou à gauche? C'est toutes ces agressions qui viennent. Et pourquoi elles viennent? Comment elles viennent? Pourquoi on est sujet à ces déstabilisations ou qu'elles viennent directement, on s'aperçoit qu'on gratte avec un préparateur mental, que finalement les recettes c'est une chose, mais que derrière il faut aller plus loin, et c'est un psychologue qu'il faut, et c'est beaucoup plus intime, et ça c'est pour un entraîneur qui va le faire, même pas après forcément un coach ou un préparateur mental, mais plus carrément un psychologue, quoi. Et ça à l'époque quand on parlait de ça, on disait mais je suis pas fou, pourquoi je ferais ça? C'était presque même avoir un peu honte de dire j'allais voir un psychologue, quoi.
Sauf qu'en fait, au début, on va voir un préparateur mental, puis finalement, on s'aperçoit que les vrais problèmes, ils sont pas là, ils sont pas où on pense, et que ils sont, voilà, c'est le fait de passer, des gens parlent de battre mon frère, par exemple, ou passer, ou être, tuer le père, ou faire plein de choses comme ça, mais enfin plein de choses qui sont internes à chacun. J'ai vu souvent, enfin par rapport à la vie qu'on a passée, la jeunesse qu'on a passée. Moi, j'étais en échec scolaire depuis toujours. Ça m'a pas aidé dans ma confiance en moi. C'est justement le kayak qui m'a aidé en me disant voilà, ben en fait, je suis nul partout, et comme quand on est jeune, ben on nous dit bah le kayak en fait, enfin l'école, ben c'est tout. Quand on est jeune, c'est l'école, et on retourne dans son foyer, puis après on revient à l'école, mais en fait 90% du temps c'est l'école qui tout tourne autour de ça, et quand on te dit bah t'es nul, t'es bon à rien, on finit par le croire. Et c'est le kayak qui m'a permis de sortir de cette spirale négative finalement. Je me dis voilà, en fait finalement je peux être bon ailleurs, et donc finalement si je suis bon ailleurs, je suis peut-être pas si mauvais que ça à l'école, donc ça m'a permis en fait de m'aider. Et puis après il y a plein d'autres choses qui font que voilà, on est tous différents, on n'est pas assez égaux devant sa route, ou devant les routes, et voilà, donc ça m'a aidé beaucoup, et donc voilà, le kayak et le sport en général, c'était une super école de la vie. Je reviens en arrière. Tu fais tes premiers donc championnats du monde en junior à Spital. Tu refais 2 ans plus tard à CO, 5e. Quand est-ce que tu passes en équipe senior? Directement après? Donc j'ai fait les sélections seniors, mes premières sélections seniors en 89. J'avais 18 ans. C'était sur le Chalot. Il y avait 2 3 endroits. C'était le Chalot, je crois, et puis il devait y avoir avant, ça devait être Bourg-Saint-Maurice, je crois. Donc il y avait 4 places à l'époque, et j'ai fait 5e. Donc j'étais très déçu parce que j'avais vraiment envie de passer, et j'étais capable de passer, mais il y avait quand même tous les grosses pointures devant moi. Il y avait Jean Sennelier, il y avait alors non, Jean Sennelier il a arrêté en 87 après les mondiaux. Bon, ça m'a aidé parce que c'était une pointure de moins, même si c'était lui le favori. Il y avait Thierry Humeau, Jacques Avril, Carlo, Yves, et puis Jean Biscotte, Le Pelletier. Et c'est là que j'étais très déçu de mes sélections, parce que j'ai vraiment beaucoup j'étais vraiment très motivé, j'ai vraiment l'ambition d'y arriver, et j'ai fait 5e, donc j'étais très frustré. Surtout des jeunes, je dis mais on aurait pu me laisser la place, parce qu'effectivement à l'époque les derniers avaient des fois il fallait pas faire juste 4e, il fallait aussi avoir un contrat en disant voilà, mais si tu fais 4e, il faut que tu fasses aussi tant de podiums, tant de machin, tant de résultats pour arriver à aller jusqu'au mondiaux. Donc j'ai pas pu faire les mondiaux, c'était à Savage-River. Par contre, j'ai eu le droit à faire la Coupe du Monde à Bourg-Saint-Maurice, enfin quelques mois plus tard, ou un mois plus tard. Et donc je suis parti. En fait, j'ai travaillé à la base de line rafting à Bourg-Saint-Maurice. Et là, donc tout le mois de juillet, la Coupe du Monde c'était au mois d'août. Tout le mois de juillet, j'ai fait rafter, et je raftais la journée. Et le soir, j'allais m'entraîner sur le bassin, bien déterminé à faire un beau résultat, et à mettre toutes mes chances de mon côté pour cette première Coupe du Monde, première course internationale que je faisais en senior, quoi. Et je me rappelle d'ailleurs, j'avais déjupé une semaine avant en haut du bassin. Et sur le haut du bassin. Sur le haut du bassin, parce que nous c'était toujours le haut. Hein, la course, ça s'arrêtait après le pont routier, mais plus bas quand même. Enfin, c'était des longues courses. Hein, on faisait 3 minutes 30, 4 minutes. Hein. On partait tout en haut, on arrivait presque tout en là. Et j'avais coulé en fait, donc j'avais pas pu rejoindre le bord, et j'avais nagé, et on avait récupéré le pont routier, et là mon bateau était défoncé dans tous les sens. Une semaine avant, t'avais plus de bateau. Donc j'ai passé une semaine, j'ai réparé mon bateau, et j'ai récupéré, en fait j'ai pu naviguer dessus en gros 2 jours avant la Coupe du Monde. Et donc là je suis parti, mais tellement motivé, parce que j'étais tellement frustré de pas être passé aux sélections, et d'avoir navigué pendant un mois à Bourg. J'ai fait une super course, et je me suis retrouvé 3e devant tous les cadors français. Donc là j'étais surpris, mais surtout juste derrière les 2 Américains. Et à l'époque, on était 3e. Quand on était 3e, on était quasiment champion du monde, parce que les 2 autres c'était des extraterrestres. Donc voilà, c'était ma première course à Bourg-Saint-Maurice, la première Coupe du Monde où je gagne, et là c'était juste énorme. Pour moi surtout. Là, c'est presque une victoire, quoi, de finir. Ah bon, pour moi c'était une victoire déjà. Ouais, c'était.
Et, et c'est seulement l'année suivante. Alors là, je rentrais, donc c'était les sélections de 90. Alors oui, alors en 89, j'ai fait un mois. Après ça, j'ai fait un mois à Nottingham pour m'entraîner sur le bassin de Nottingham avec Gareth Marriott, qui était de ma génération et c'est la fois que je parle anglais, c'était compliqué parce que j'ai été bon, mais là c'était vraiment très dur. Et l'année suivante, je suis parti un mois aux États-Unis m'entraîner avec les Américains. T'as été intégré dans leur groupe et tout. Voilà. Donc là, je suis parti un mois à Washington DC là, alors c'était à peu près un mois et demi, enfin c'était 2 mois avant les sélections françaises. Et donc j'ai navigué, en gros j'ai fait 15 jours à Washington et 15 jours en compétition à droite à gauche. Et pendant 2 semaines j'ai navigué en fait avec David Horn et John Wilby le matin à 6h30 du matin et le soir à 19h après le boulot. Avec Billy Endicott qui était là et on était 3, on était pas nombreux, on était 3-4 maximum. Et Billy Endicott qui était là avec il y avait un bec de canard, enfin il avait un espèce d'entonnoir avec un élastique qui se mettait derrière la tête pour pouvoir, l'élastique derrière la tête avec l'entonnoir devant la bouche. Comme ça il pouvait prendre des chronos à écrire avec les mains libres et pouvoir parler sans trop crier en hurlant dans son gueuloir. C'était un haut-parleur. C'était un haut-parleur, voilà, mais il avait un look là-dessus, c'était juste énorme, mais c'était efficace, voilà. Jamais revu ça d'ailleurs sur les bassins ailleurs. C'est dommage. Et donc là, on faisait des fameux 5 par 5 là, où j'essayais de les taper sur 20, 25 secondes, sur 5-6 portes. Et j'ai fini par y arriver une fois ou deux comme ça, 2-3 fois. J'étais toujours tout près. Une fois de temps en temps, j'ai battu. Alors après, on va battre les Américains. Même sur 25 secondes, c'était juste énorme. Chez eux, sur leur mode d'entraînement. Et donc là, c'était vraiment un super stage. Et je suis revenu, déjà, je m'étais entraîné à fond comme un malade mentalement, c'était génial. Et quand j'ai fait les sélections de 90, je les ai gagnés haut la main parce que tout le monde me regardait en disant, il est parti chez les Américains pendant un mois. Tout le monde me regardait un peu de haut. Alors, déjà, rien que ça, j'avais déjà un ascendant. Et puis surtout, j'avais vraiment progressé, puis j'avais un mental, une confiance en moi énorme. Et donc là, j'ai dû gagner les sélections 90. Et après j'ai fait il n'y avait pas de championnat du monde, donc il n'y avait pas de championnat d'Europe non plus, je crois à l'époque. Donc c'était une année Coupe du Monde, donc il y avait 5 ou 6 manches de Coupe du Monde. Et je sais plus, je me rappelle plus trop, il y avait les autres manches de Coupe du Monde, mais Rose, celle de Bourg-Saint-Maurice qui était encore ma course de prédilection parce que c'était mon bassin fétiche. Et aussi j'étais grand et puissant et j'étais à l'aise en eau vive, donc ça m'aidait beaucoup. J'utilisais beaucoup les mouvements d'eau, comme j'étais lourd, ça m'aidait bien. Et donc là c'est pareil, là j'ai décidé de tout casser aussi. Et il y avait Carlo avec moi, il y avait encore Jackie, et puis le troisième, le quatrième, je sais plus qui c'était, peut-être Hervé de Lamarre déjà. Et là je fais ma course et je pars à fond, je prends des risques pas possibles, des risques, mais pour moi j'étais pas si risqué, mais j'engageais quoi par rapport à la moyenne, je pense que j'engageais beaucoup. Et je m'en suis surtout aperçu après que j'ai engagé beaucoup parce que j'ai touché, malgré tout. Et il touche à l'époque, c'était 5 secondes. Alors, c'est sûr que les parcours duraient plus longtemps. Mais, et là, je me dis, j'ai essayé d'accrocher un podium, mais ça va être compliqué, quoi. Et je dois arriver en bas, je gagne. Et je dis, une erreur, c'est pas possible. Et en fait, j'avais fait tellement longtemps que même avec 5 secondes, j'étais passé, devant les Américains. Et Carlo avait réussi à passer aussi. On faisait 1 et 2. Carlo était deuxième. Et David en troisième, John était quatrième, je sais plus, je me rappelle plus trop, mais voilà, on était devant les Américains, c'était ça qui comptait. Et c'était un exploit, ça faisait 21 ans que les Américains n'avaient pas été battus sur un championnat du monde, une coupe du monde ou un championnat d'Europe. Même sur une coupe du monde. Ouais. Bon, les coupes du monde, elles sont arrivées en 80, je sais plus, un peu plus tard, mais au début, il n'y avait pas de coupe du monde. Ça faisait que 2-3 ans que ça existait. Et donc voilà, ils avaient depuis 79, depuis Jonquière, je crois, 79. Ils avaient tout gagné. Et gagné avec 15, 20, 30 secondes d'avance. Bourg-Saint-Maurice en 87, je crois qu'il gagne. Il gagne avec je crois, 20 secondes d'avance sur David Horn et 30 secondes sur les suivants, quoi. C'était des extraterrestres, on pouvait pas comparer. On était troisième, on était champion du monde, quoi. Et ça, depuis des années. Donc, les battre, c'est comme passer les 6 mètres à la perche, quoi. Une fois qu'on a cassé le mur psychologique, et les 6 mètres ont été battus plus souvent. Et là, c'est pareil. À part une fois que les Américains ont été battus, ils ont été battus tout le temps après derrière. Ils sont jamais remis. Après, ils étaient en fin de carrière aussi. Ils avaient,
Jean-Luc Bill et David Arndt, je pense qu'ils ont fait les jeux en 92, mais je me rappelle même plus de leurs résultats. Déjà, en une année, enfin en 2 ans, en 91, il y a eu Tassen, moi je sais pas le nom de Tassen, c'est Martin Lang qui gagne. L'Allemand. Ouais. Euh, et bon, il y avait aussi le jeune américain, comment il s'appelait déjà, qui fait deuxième, mais alors lui qui aurait dû gagner, qui aurait dû mettre encore 20 secondes à Martin Lang et qui prend un 50, enfin il fait un esquimau, il loupe la porte, donc il remonte pendant au moins 20 secondes, il sort, il arrive deuxième. On s'est dit bon, les Américains sont plus là, enfin les John Luke Bill et David Hart sont plus là, mais il y a le petit jeune derrière, putain je me rappelle plus de son nom, mais bref, on s'est dit bon les Américains sont toujours là quoi. Et puis finalement il est arrivé d'autres choses qui fait qu'il en a plus trop revu derrière. Mais Martin Lang a regagné en 93 à Mezzala, 2 ans plus tard. Hervé fait deuxième. Moi, c'était la première fois qu'il y avait en 93 des qualifs, enfin des finales. Donc je l'ai très mal vécu et j'ai loupé les finales. J'étais le premier pas pris. Alors j'ai eu tellement le niveau. Et donc là, c'est là que je me suis dit, il y a du boulot, il faut que je travaille la chose. Entre temps, j'ai oublié les jeux, tiens, 92. Ouais, je sais, il manque quelque chose quand même. C'est peut-être, voilà, je sais pas Alors, pourquoi. par contre, l'approche des jeux. Déjà, comment vous avez vécu, j'ai posé la même question à Pierre, mais comment vous avez vécu le retour au jeu, le slalom qui revient au jeu? Alors moi j'étais jeune, donc j'ai connu un tout petit peu avant les jeux, donc j'avais 20 ans, 21 ans, 21 ans au jeu. J'avais pas l'historique avant, donc j'ai vu qu'on avait augmenté financièrement, on avait plus des gros camions pour aller sur les compètes, mais on allait en espace. À l'époque c'était l'espace, les espaces c'était vraiment des voitures top classe. Et on avait changé le niveau de prestation, on va dire. Et on était à l'hôtel, on avait tout ce qu'il fallait, alors comment c'était un peu plus à des merdes. Et puis on avait plus d'aide aussi, je pense. Mais bon, moi j'étais jeune, donc je voyais pas trop les différences. Et je pense qu'on faisait plus de stages. On en faisait beaucoup plus qu'avant. À l'étranger. À l'étranger, même en France. Donc moi j'ai vécu la métamorphose, mais comme j'ai commencé dans la métamorphose, j'ai pas énormément vu la différence. Voilà, j'ai des vagues souvenirs, mais ça m'a paru normal, quoi. Par contre, ce qui m'a pas paru normal, c'est la pression sur ces jeux, l'ambiance, la pression qu'on se mettait tous. C'était la première fois qu'on était au jeu, nous tous, ça fait 20 ans qu'on n'était pas au jeu, on n'avait aucune expérience de tout ça. Les médias, on nous entendait pas beaucoup parler de nous, un peu de la course en ligne, mais le slalom pas du tout. Et donc c'est tout nouveau pour nous. Et donc je me rappelle pour les sélections, c'était une pression mais monstrueuse. En plus on n'était pas sûr qu'on allait encore avoir les jeux derrière. Et puis plus il y avait que, alors je sais pas, le monde il y avait 4 places, il n'y avait plus que 2 places. Et il y avait eu, nous on a la chance pour les C1, la meilleure nation, les 2 meilleures nations avaient une 3e place. Et comme on était toujours la meilleure nation, on a eu une place supplémentaire sans problème. Donc nous on avait 3 places, mais déjà 3 places c'était pas beaucoup pour les jeux, en sachant que c'était les jeux, quoi. Et donc on avait une pression énorme. Je me rappelle avoir perdu 3 kilos pendant une semaine, juste avec le stress. Sur les sélections. C'est les sélections. Alors qu'on faisait rien de la semaine, on faisait que des compètes, 3 minutes 2 fois, et puis un peu d'échauffement, mais tout le monde avait stressé comme des fous, quoi. On mettait un enjeu énorme sur ces sélections, parce que c'était effectivement un enjeu énorme, mais en même temps c'était tout nouveau, on en faisait une montagne aussi. Et donc rien que pour les sélections, alors pour les jeux c'était encore pire, parce que là il y avait vraiment tous les médailles derrière. Voilà, donc je me rappelle plus trop, c'est tellement longtemps pour moi, mais je me rappelle plus trop comment ça s'est passé, mais les sélections, j'ai dû faire, je me rappelle même plus la place que j'ai fait, je crois que j'ai dû faire 2, ou je suis peut-être gagné, je sais plus même plus. On me rappelle juste que la première course était assez haut et il a neigé et que je sais plus pourquoi on a annulé la première manche. Alors moi ça m'arrangeait, je devais te faire 5e ou 4e ou 3e, je sais plus, enfin j'étais pas dans les 2 premiers. Et je me rappelle Anouk Loubi avait gagné et il a fallu qu'on recommence et ça a été dur pour elle. Et ces sélections, je me rappelle surtout que quand je suis parti, ce qui m'arrive, je me rappelle, la différence, c'est qu'à Bourg-Saint-Maurice, on faisait des parcours de 3 minutes 30, sur un gros bassin super large, on utilisait les mouvements d'eau, on faisait des grandes reprises, et on est passé assez haut, assez haut, c'était 2 minutes, le parcours. Vous avez fait une pige à Bourg et une pige à Sceaux? Non, on a tout fait je crois qu'on a tout fait assez haut.
Ah, mais d'habitude, tu on s'entraînait, tous nos bassins étaient sur des bassins longs, des bassins naturels. Là, on passait sur un bassin artificiel, tout étroit, avec des marmites partout, qui durait 2 minutes à peine, peut-être 2 minutes 20 à l'époque, enfin, je sais pas, 2 minutes à peu près. Et on avait plus de portes aussi, hein. Et les bateaux tournaient moins bien. Et non, mais vous étiez moins fort, hein. Je ne reviendrai pas à cette provocation. Et donc en fait, c'était complètement l'opposé de mon bassin. Moi, j'adorais Bourg-Saint-Maurice, c'est vraiment mon style de navigation, pour ma morphologie et tout ça. Et là, je suis arrivé à CO, je me dis, c'est quoi ce bassin de merde, quoi. C'était vraiment, mais jamais je vais pouvoir m'habituer à ça, quoi. Et c'était vraiment l'antipode de... C'est cocasse quand on connaît la suite de l'histoire. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. Alors en fait, là, on avait dit, on a vu qu'on avait les moyens parce on partait une semaine par mois en stage à CO, et que à CO, quasiment de septembre-octobre aux sélections. On allait une semaine par mois en camion, enfin en espace. Hein, ça allait, on était content. Bon, on se faisait 8 heures de route d'un seul trait, et hop, on arrivait, on faisait 5 jours, 6 jours d'entraînement, et hop, on repartait et c'est ça pendant 8 mois, quoi. Donc on a fait des allers-retours énormes et des séances à fond. Enfin, on s'est gavé de CO au tel point qu'à la force on connaissait tout, quoi. C'était notre jardin, quoi. Et j'ai fini par finalement m'habituer à changer complètement mon style de navigation. C'était beaucoup en isométrie. Les efforts isométriques où on partait sans vitesse et il fallait tout de suite repartir avec un mouvement de l'eau très dur, alors qu'à Bourg-Saint-Maurice, on pagayait, on lançait le bateau, on avait toujours de la vitesse. À CO, c'était toujours le bateau arrêté, on repartait, on tapait la pointe arrière, on tapait la pointe avant, on faisait des béquilles, enfin c'était rien à voir. Et beaucoup plus court, enfin ouais. Et en plus c'était super aléatoire, il y avait des mouvements d'eau qui bougeaient, enfin c'était par rapport à Bourg-Saint-Maurice, ma référence, c'était très 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 différent. Et pourtant, à force d'en bouffer et de dire bon, je vais y arriver, de toute façon on n'avait pas le choix, les jeux étaient là-bas. Et voilà. Donc t'arrives au jeu, vous avez beaucoup bossé, t'as la confiance des sélections. Ouais. J'avais donc Jackie Avril et Thierry Humeau, on était 3. Les 2 vieux et moi le petit jeune qui arrivait depuis 2 ans, 3 ans, 2 ans à peine. Ouais. Et donc là, j'ai fait ma première course à fond en prenant plein de risques. J'ai pas fait une bonne manche. Je pense que j'étais un peu stressé aussi. Mentalement, quand il y a des gros enjeux, c'était pas la même quand même. Même si les sélections, j'arrivais toujours à m'en sortir. Sur 2-3 événements, je marchais beaucoup en action-réaction, c'est-à-dire qu'en gros, je me plantais, donc après, la course d'après, ça allait mieux. Donc c'est là-dessus que je travaillais beaucoup. Et là, premièrement, je me plante, enfin, je fais pas un super résultat, je sais plus combien j'étais, mais là, c'est loin. Et donc je me mets dans les starting blocks la deuxième manche. Et au moment de partir, je sais pas, peut-être 10 secondes avant le bip, rive droite en haut du bassin, j'entends Manu, c'est ta dernière chance. Et là je lève les yeux et c'était mon ancien CTR Michel Chapuis qui me dit ça alors que je le voyais plus depuis des années. Enfin, en tout cas, on a jamais, il m'avait coaché un peu quand j'étais jeune, mais pas, on se connaissait pas plus que ça dans le haut niveau. Enfin, je me dis mais quel toupet de me dire ça, quoi. Je dis mais il est fou, quoi. Et en même temps, je me suis dit, enfin c'est après coup que je me suis dit ça. Sur le coup, j'ai fait mais putain, il a raison. J'ai rien à perdre. C'est ma dernière chance, effectivement. Il y avait plus qu'une manche. Je me suis dit mais en fait, ça avait fait un électrochoc. En fait, je me suis dit mais ouais mais arrête de te poser des questions, c'est ta dernière chance, mais vas-y, quoi. Allez, bouffe, vas-y, comme en 90, quoi. Et je suis parti, et j'ai fait ma course à fond, et je me suis pas posé de questions. Et hyper lucide, super concentré, et jusqu'au bout, j'ai rien lâché, même pas, j'ai un petit dialogue intérieur pour dire, attention, là, t'es bien, il faut que tu ailles jusqu'au bout, attention, il y a plus qu'une porte, enfin, non, pas de dialogue intérieur, rien, j'étais sur mon projet à fond, comme en 90, sur la coupe du monde. Et arrivé en bas, je lève le poing en l'air, si on peut voir encore des vidéos, je lève et je dis, ah, super, ça y est, j'y suis, quoi. J'ai fait ma course, quoi. Peu importe le résultat, mais j'ai fait ma course. Et là, je lève les yeux au ciel et je regarde l'écran et là, je vois une touche. Et les touches, c'était 5 secondes. 5 secondes sur 2 minutes 30, 2 minutes, ça fait mal. Et je suis passé de la première à la 7e place. Ah ouais, c'était serré quand même. Ouais, oui, quand même, ouais, c'était serré. Et Jackie fait 3e. Paulert gagne. Donc là, on se dit, je me dis, mais tu passes de la première à la 7e place. Ouais, 5 secondes, c'est énorme. Ouais.
Et à dire, je sais pas pourquoi je suis pas passé, même plus, j'ai plus reculé que ça. Et là, je me suis dit, bon, ben, on va vérifier où c'est que j'ai touché, parce que je voyais vraiment pas du tout où j'avais touché. On me dit, bah, t'as touché la 8 en stop à droite. Euh, au niveau de la bifurcation, là, je sais plus comment on appelle, ça m'appelle toujours comme ça. Le jacuzzi? Non, non, il y a un autre bassin qui arrive à droite, là. Ouais. Ben, le stop à droite. Ouais, ok. Voilà, non, vous l'appelez comment, la bifurcation, non? Ouais. Bon, bref, non, ça c'était à Augsbourg, on l'appelle comme ça. Enfin, bref. Ouais, non, on l'appelle pas. Donc stop à droite, et là j'avais serré, je me rappelle bien, avoir serré le piquet intérieur, c'était un stop un peu délicat, et j'étais arrivé, je sais pas, je me rappelle, je me vois encore en train de passer à 5 cm de la fiche, quoi. Et je me dis, bon, si j'ai touché cette porte-là, c'est que ça devait être les fiches intérieures. Donc on demande, et en fait le juge met, ah mais il a touché l'extérieur. Si je passe à 5 cm de l'intérieur, je peux pas toucher l'extérieur, c'est juste pas possible. Surtout que j'ai pas de pack supérieur en canoë. Donc on porte réclamation. On avait trois vidéos. On avait 3 vidéos, celle de l'organisation, parce que c'était filmé au moins pour les jeux, l'avantage. Et nous, comme on a une grosse équipe de soutien, on avait des vidéos dans tous les sens, et on avait 2 angles différents, donc 3 angles avec celle de la vidéo, et on voyait bien qu'il n'y avait pas de touche, même pas de touche d'eau, quoi. Et donc on porte réclamation, et à l'époque c'était Jacques Rosin qui était directeur des équipes de France. Et donc on donne la vidéo à l'américaine qui était juge arbitre, je sais plus son nom. Et donc après moi j'ai rien vu, on m'a raconté, hein, c'est Jacques Rosin qui s'en occupait avec les entraîneurs. Et la juge arbitre dit, bon, je prends les vidéos, mais je donnerai le verdict avant d'avoir les vidéos, parce que la vidéo à l'époque n'était pas autorisée. Et donc, je sais plus combien de temps après, la juge arbitre revient en disant, voilà, on maintient la touche, parce que le juge la maintient. Alors le juge à l'époque, c'était un juge espagnol. L'Espagne à l'époque n'était pas du tout très développée. Les juges encore moins, n'étaient pas très compétents. Et en plus, ils étaient 8 heures par jour au soleil en plein cagnard au mois de juillet, assez haut, quoi. Donc ils étaient fatigués, pas très expérimentés. Et donc c'est ce qui, à mon avis, explique la chose, parce que soit il s'est trompé de fiche, soit il a vu, je sais pas ce qu'il a vu, mais on n'a jamais trop su. En tout cas, la touche a été maintenue. Et alors ça, c'est marrant, ce que dit le juge arbitre à Jacques Rosin. Jacques Rosin me l'a dit 20 ans plus tard, pendant les mondiaux à Pau, en 2017. Il dit, au fait, il faut que je te parle, tiens, on parle là. Le juge arbitre a dit, en fait, ça aurait été un bon cas d'école de réintroduire les vidéos avec cette vidéo-là, quoi. En gros, le juge avait vu qu'il n'y avait pas de touche suite à la vidéo, mais il n'avait pas pu l'utiliser. Comme ça, il a mis 20 ans à me le dire, quand même, Jacques. Petit cachotier. En même temps, c'était pas un mal, mais bon, pourquoi pas, je sais pas. Mais bref, pourtant, c'est laissé au moins, ça aurait peut-être pu m'aider, parce qu'effectivement, pendant un an, je me levais le matin en me disant, mais j'ai fait un cauchemar. Non, c'était bien la réalité. J'ai vraiment du mal à réaliser. Et d'autant plus que, en parallèle, tout le monde avait vu la touche de Pollert, à la porte 13, je crois, il a une descente juste avant la passerelle. Une touche qui touche à droite, la fiche vole de 20 cm, elle bouge énormément. Elle bouge dans l'axe, en fait, perpendiculaire à la rive. Dans l'axe de la rive, et le juge, il était en face, c'était une Française, je crois, la voit pas parce qu'elle est vraiment dans son axe, donc il fallait vraiment être sur la passerelle pour la voir, même si elle touchait de 20 cm. Enfin, en tout cas, elles l'ont pas vu. Donc, tout le monde avait vu sauf le juge, et pour ma touche, c'était le contraire. Beaucoup de gens avaient vu qu'il n'y avait pas de touche, sauf les juges. Et donc, l'un dans l'autre, c'est pas une médaille d'argent que je le loupe, mais il met un titre olympique. Donc là, ça a été encore plus dur. Ah oui, parce que ça, ton chrono sans touche te mettait deuxième derrière Pollert, voilà. Mais lui, il avait une touche. Ben, lui, avec sa touche, il est repassé septième. Ouais. Vous avez changé les places, quoi. Voilà, il a changé les places. Et donc là, ça a été très dur pour moi. J'imagine que Pollert était au courant, parce que d'ailleurs, il a rendu sa médaille un an après. Généralement, on la revend pas si on est fier de sa médaille. Bref, j'ai mis, je pense qu'après il y a quelques années, alors ça a été un peu inconscient tout ça, mais je pense que j'ai perdu ma confiance en fait, ça m'a castré, on va dire, sportivement, et j'ai mis du temps à remonter la pente. Inconsciemment, je pense qu'après coup, j'ai dit que certains m'avaient dit en fait, ça t'a perturbé pendant des années, et effectivement, parce qu'en fait, il a fallu que je gagne les mondiaux 7 ans plus tard. Mais sans du tout avec un esprit de revanche en disant voilà, c'est les mondiaux au même endroit, ça va être une revanche à prendre. Non, je suis parti vraiment avec autre chose dans la tête.
D'ailleurs, à l'époque, l'équipe n'avait rien dit, n'avait pas parlé de tout ça. Hervé Mandorek, qui était DTN à l'époque, est venu me voir en disant bon ben, euh, on est olympique seulement depuis cette année. Euh, on est encore pas sûr d'accord être olympique en 96. Donc on va essayer de pas faire de scandale. On va pas faire une réclamation plus haute. Et en gros, bah tu vas t'asseoir dessus, quoi. T'en feras d'autres des jeux 4 ans plus tard. J'étais pas sûr de pouvoir en refaire et puis encore moins de les gagner. Et donc voilà, tu t'assois dessus, quoi. Et donc et puis surtout, il y a en gros ce qu'ils se disent, c'est qu'on fait pas de vagues, donc on parle pas non plus dans les médias. Donc les médias, je me rappelle les journalistes de l'équipe, mais n'avaient rien dit. On n'avait fait aucune ligne Ils là-dessus. savaient. Ils savaient, oui, ils savaient. D'ailleurs, moi, on en avait parlé dans les médias régionaux. Moi, j'ai plein de trucs en Franche-Comté en disant, ah, vous voulez la médaille de Bruyvin, machin, et tout. Mais, euh, rien dans la presse nationale. Et c'est seulement 7 ans plus tard, en 99, une fois que je gagne, le même journaliste de l'équipe, il s'appelait Olivier, je sais plus comment, j'ai très mauvais de mémoire des noms, me dit, alors, belle revanche par rapport aux jeux, des jeux. Je dis, ah non, mais je suis pas parti du tout revanchard. J'ai aucune et puis parce que si j'étais parti là-dessus, j'aurais sûrement pas gagné. Par contre, c'est bien d'en parler maintenant, mais ça aurait été bien que t'en parles il y a 7 ans quand même. Voilà, c'était pas une petite anecdote, mais Ah, t'as accepté ça quand bah, j'ai pas eu le choix. pas le choix. Et puis comme j'étais gentil et docile à l'époque surtout, j'ai pas j'écris ma colère intérieurement, mais j'ai pas fait de scandale, voilà, j'ai 20 ans, 21 ans, on était au jeu, je voulais effectivement pas non plus mettre le slalom au porte-à-faux, et donc voilà, j'ai pris sur moi. Et pendant un an, ça a été dur. Et puis, euh, et puis voilà, il a fallu que je me reconstruise, et effectivement, j'ai mis quelques années avant de me reconstruire. Alors ça m'a pas empêché de gagner des coupes du monde, des trucs comme ça, mais je pense que ça a été un frein effectivement dans ma confiance en moi et au lieu que ce soit un tremplin, ça a été plutôt un précipice, quoi. Ça a changé ton rapport au système, ta confiance dans le système? Pas trop parce que je comprenais la vision des choses, enfin leur état d'esprit, leur stratégie. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'on a eu gain de cause. Et puis en 96, on a failli pas être au jeu quand même. Et donc, je pense que s'il y avait eu ça en plus, je pense que on n'aura peut-être pas de jeu du tout de jeu actuellement encore. On sait pas. Puis après, j'ai fait les jeux de 96 et bon, j'ai fait une touche, mais une vraie touche cette fois-ci. Donc, je me suis retrouvé sixième, je crois. Terminé sixième. Dans la touche, tu finissais quoi? Troisième, je crois. J'ai de tête. Hein, Patrice fait 3, Hervé fait 5. Et Partican gagne. Voilà. Et avec ce petit jeune junior qui gagne, je dis mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi, celui-là. Vous le connaissiez quand même de l'année d'avant? Alors, C'est à Nottingham? En 95, ouais. En 95, on avait les mondiaux. Il fait troisième. Moi, j'avais fait une bonne course et je touche encore une fois et c'était 5 balles la touche toujours. Donc, je me suis trouvé là. J'aurais dû gagner d'ailleurs sans cette touche. Bon, avec des scies, peut-être on avait, ça paraît moins, mais bon. J'ai fait le meilleur temps, mais je touche, donc je me retrouve à la 4e place. Martican fait 3e. John Luke Bill gagne, alors là c'était juste non pas John Luke Bill, David Hurn gagne, c'était juste une blague, quoi. Il n'avait rien fait depuis 3 ans. Il a fait sa petite course de grand-père, de vétéran, on va dire, parce qu'il était enragé. Et il a pas pris de risque, il a navigué tranquille et il gagne, mais parce que tout le monde s'est planté, quoi. Martican, où il était jeune, il était derrière 3e. Moi, je lui ai dû mettre 3, 4, 5, 4 secondes, j'ai dû lui mettre ou 3 secondes, je sais plus, mais avec ma touche, voilà, Patrice, il a fait 2 balles aussi, 2 touches aussi. Enfin bon, on était tous face à côté, Carlo aussi, enfin, et donc il gagne, on dit c'est pas possible, et puis Martican est 3e, donc on avait quand même vu qu'il était là, qu'il pouvait être dangereux. Mais on pensait pas qu'il gagnerait quand même les jeux en 96. Puis 96, c'était dur parce que on est passé de passer de gros bassins de 3 minutes énormes à CO où on en a bouffé tellement qu'on était devenus des sprinters, on va dire. Et là, on repart en 96 sur un bassin qui dure 3 minutes 30, un énorme bassin large à droite qui paillait, enfin, à droite à gauche, je sais pas, il y avait 50 mètres de large, pas combien, 40 mètres de large, je sais plus. Et puis des portes tous les 30 mètres, des grandes traversées, enfin, c'était pas du tout, on était revenu à Bourg-Saint-Maurice, quoi.
moins puissant que Bourg, mais et donc ça a été compliqué de revenir à s'entraîner, à refaire des parcours longs qui faisaient bien mal au bras au bout de 2 minutes, il reste encore presque le double. Ça a été compliqué, quoi. Ouais. Pierre disait que ça avait été très progressif le changement vers les bassins artificiels, parcours plus courts et tout, mais peut-être du bord en fait sur l'eau, vous l'avez vraiment ressenti le changement. Bah, en fait, c'est progressif, ça se faisait naturellement quand on raccourcissait. Et on a fait que raccourcir. Sauf en 96 où on est reparti en arrière d'un seul coup. Et donc là, ça a été dur. Mais après, après c'est revenu à des bassins plus courts. Donc là, c'était de nouveau facile et de plus en plus facile. On est dans le bon sens, quoi. C'est dans le bon sens, de la facilité en tout cas. Moins long. Est-ce que c'était un peu plus étriqué, plus dur techniquement, les parcours plus courts, ou ça changeait pas tellement de difficulté? C'était plus dur, enfin plus dur. Nos bassins, alors, c'était plus dur parce que nos bateaux étaient pas beaucoup plus manœuvriers et les parcours étaient plus étriqués. En même temps, comme ils étaient plus courts, on pouvait mettre plus d'énergie dedans et on se fatiguait. Enfin, on arrivait à passer un peu plus en puissance. Alors après, au fur et à mesure, les bateaux se sont vite pas raccourcis, mais en tout cas, les bouchins ont été de plus en plus effacés. Et moi, j'avais vraiment tendance à avoir un bateau qui était avec des gros bouchins parce que je voulais vraiment utiliser les mouvements d'eau, la force de l'eau pour me propulser parce que mes bras ne suffisaient pas vu le poids que j'avais. Et pour Saint-Maurice, c'était vraiment ça. J'utilisais vraiment la puissance du courant et donc les bouchins pour profiter de cette manne de puissance naturelle. Et donc quand les bassins se sont raccourcis, les parcours aussi, j'étais toujours avec un bassin, des bateaux quand même assez durs, on va dire. C'était super plus rapide quand j'étais dans les lignes. Par contre, pour rester dans les lignes, il fallait se lever de bonne heure, quoi. T'as beaucoup travaillé, toi, non, sur les formes de bateaux? Alors, pas mal parce que comme j'étais un gabarit hors norme, j'ai 10-15 kilos de plus que la moyenne et 10 cm de plus, donc plus instable aussi, et ben j'avais pas le choix, je pouvais pas prendre le bateau des autres. Et en plus, quand je faisais des formes, il n'y avait pas beaucoup de monde qui naviguait derrière moi. Donc, économiquement, c'était pas forcément très facile non plus. Tu bossais avec Surani? J'ai commencé au début avec Guillard, tout début, parce que je naviguais dans le Quasar de Jackie, et des Français, de Jackie, et de Jean Sennelier et tout ça, qu'il avait mis au point. Et moi, j'ai pris l'évolution qu'ils avaient commencé à faire. Et eux m'ont arrêté, donc j'ai repris la suite. Et puis en fait, c'était compliqué de travailler là-bas à l'époque. Donc j'ai changé de constructeur. En plus, Sereni était à Paris, à Besançon. Donc c'était beaucoup plus facile et naturel pour moi de travailler directement sur place, quoi. Et donc avec Patrick Sereni, on a travaillé pas mal d'années. On a fait beaucoup de formes. Et Carlo qui était là, il y avait Yves. Beaucoup avec Carlo, on a pas mal travaillé de formes avec Carlo. Et puis et voilà, donc j'avais des formes qui étaient assez qui étaient rapides en fait. C'est un bateau assez directeur, très rapide, par contre un peu plus dur à tourner, donc il fallait plus anticiper, moins droit à l'erreur. Et donc mon bateau qui s'appelait, je crois, le Wadibi, assez haut, c'était pas vraiment la meilleure forme en 92. Ah non, je confonds 92 et 99. Walibi, c'était... non, voilà, c'est ça, Walibi, parce qu'en fait, il y avait les Jeux en 2000, et donc on avait déjà des formes parce que la priorité, c'était quand même les Jeux, donc on faisait déjà des formes pour les Jeux de Sydney, et donc un bassin relativement large quand même, où il faut avoir un bateau qui glisse, et donc j'avais ce bateau-là qui m'allait très bien, mais pour les mondiaux de CO, c'était pas du tout le bateau adapté. J'allais pas changer de forme comme ça à tout, donc j'ai fait cette course avec un bateau encore plus dur finalement que la concurrence. Mais comme je suis pas sorti de ma route, j'ai pu faire un temps très correct. Et je reviens à 96, comment t'abordes ces jeux après 92 déjà, comment t'abordes les sélections? Comment t'abordes cette Olympiade en fait? Ouais. Alors en fait, ça va peut-être surprendre certains, mais j'étais pas un énorme énervé de l'entraînement. Je m'entraînais 2 fois par jour, mais c'était le grand maximum. Et surtout, je m'entraînais pas le week-end. Le week-end, je rentrais à la maison et je récupérais parce qu'en fait, je crois que physiquement, je n'étais pas capable. J'ai Carlo, Jackie, Avril, Carlo Fauci, oui, ils s'entraînaient comme des fous. En kayak, c'était pareil. On avait les frères Palmu qui étaient
des forçats de l'entraînement. Anne Boixel, c'était pareil. Moi, si je m'entraînais la moitié de ce qu'il faisait, j'étais épuisé, je me blessais et j'aurais fait du surentraînement, quoi. Donc j'avais ma manière de faire, je m'entraînais 2 fois par jour, voire un peu moins, et le week-end je me reposais vraiment, quoi. Et jusqu'en 96, quoi. Et donc en 96, je me suis aperçu quand même que physiquement j'avais du mal à finir les parcours. Il fallait vraiment que je passe un cap au-dessus. Donc là, j'ai changé, j'ai fait comme tout le monde, mais ça a été difficile. Euh, et, euh, et en 96, on avait pareil, on était une grosse équipe. Hein, on avait beaucoup de concurrents. On avait encore trois. Il y avait encore 3 places pour les Jeux de 96. Pareil pour la meilleure nation. Euh, et, euh, et donc là, je sais plus si j'avais gagné des sélections ou pas. Mais je sais plus. Donc Patrice et Hervé et moi, Carlo, qui était toujours un des grands favoris, est passé à chaque fois aux sélections olympiques, est passé à côté, donc ça a été vraiment très dur pour lui. Et puis tous les anciens ont arrêté, donc c'était vraiment nous les anciens, et on se tirait la bourre avec Jérôme Guiraud, Yves Vernuzzi, qui c'est qu'il y avait en plus de nous trois. Voilà, on était déjà 4, 5, 6 vraiment au top mondial, et déjà des sélectionnés en équipe de France, on était quasiment sûr de pouvoir faire un podium, avoir de gagner. Donc on partait tous dans cet état d'esprit-là. Et d'ailleurs, c'était une grosse concurrence, donc et on s'entraînait tous en même temps, au même endroit, à part Patrice qui était à Toulouse. Tout le monde, tous les autres séants étaient à Besançon quasiment. Donc c'était une super ambiance, c'est ce qui faisait notre force aussi, hein. Et ce qui a fait notre force, c'est que non seulement on était 4, 5, 6 à pouvoir monter sur le podium, mais on travaillait tous ensemble dans la collaboration. Et avant 92, on a beaucoup travaillé ensemble, on faisait tout ensemble, les retours après avant les compétitions, on revoyait tous les parcours ensemble. Tout le monde se disait ce qu'il allait faire, ses options, ses stratégies. Et puis au fur et à mesure, on s'apercevait moi je me suis aperçu que à la fin j'étais la seule à parler de tout ce que je faisais, qu'il n'y avait pas de retour. Et au fur et à mesure, chacun finalement disait le minimum. Et c'est là que Pedro a fini par dire on va faire des descentes individuelles, et comme ça on continue à s'entraîner ensemble, comme ça, donc naturellement on s'entraîne, forcément on donne de soi, et on montre plein de choses à soi, et c'est réciproque, donc tout va bien. Par contre, dès qu'il y a des stratégies, dès qu'on parle de la compète, dès qu'on se rapproche de la compète, là on a commencé à avoir une approche individuelle, toujours collective, parce qu'on s'entraînait toujours ensemble, il y a toujours des séances la veille de la course, mais le jour de la course, chacun faisait son parcours avec Pedro. Tout ce qu'on disait, on savait que Pedro ne le dirait pas à l'autre, et on gardait cette confiance-là. Et puis on continuait à travailler ensemble, parce qu'on savait que c'était notre force, qu'on a fait pendant 4 ans, on avait gagné, on était vraiment la meilleure nation ancienne, comme les Amérindiens à l'époque, pas autant parce qu'on gagnait pas tout, loin de là, mais on était vraiment la discipline de référence, et donc on savait que c'était un choix gagnant. Donc même si on travaillait pas comme avant, il fallait quand même qu'on continue à s'entraîner et à se respecter, et à avancer ensemble. Jusqu'en 2000, voilà. Et en 2000, un peu avant, Pedro est parti à Montpellier, donc on s'entraînait plus avec lui tous les jours. Et puis après c'était chacun un peu dans son pôle. Il y avait plus de monde à Toulouse, petit peu moins à Besançon. C'était plus réparti, plus équilibré, tout en C1. Et il y avait Tony qui arrivait, qui était là aussi. Donc il y avait un peu les frères Estanguet à Toulouse, et les autres un peu à Besançon, avec Jérôme Guiraud qui était aussi un peu à Toulouse. Et donc voilà, après ça s'est fait un peu. Alors après il y a eu donc Pilou, Philippe Vuitton est arrivé en 2000, non un peu avant, je sais plus, non après 2000. Et donc moi c'était la fin de ma carrière, j'avais déjà fait 2 ans à l'INSEP sans trop m'entraîner. Donc j'ai réussi à me sélectionner malgré tout. On en navigué quasiment plus du tout pour les mondiaux de 2003, 2002 c'était Augsbourg. Bourg-Saint-Maurice. 2002 Bourg et 2003 Augsbourg. Voilà. Donc voilà, je me sélectionne à Bourg-Saint-Maurice en 2002, c'était pas simple. Et c'était chez toi. Mais c'était chez moi, c'était sur mon bassin, donc c'est quand même passé, mais j'ai fait 4e. Tu défendais ton titre. Alors, ah oui. Parce que ça a été annulé. Hein, alors oui. En 99, donc je gagne. En 2000, les Jeux, donc il n'y avait pas le championnat du monde.
En 2001, c'était les mondiaux à Okaway, sur River, donc euh, et T'étais sélectionné? j'étais sélectionné, oui, oui. Mais je m'étais sélectionné en étant pareil, en entraînant quasiment plus. Mais c'était pareil, on a dû faire des sélections à Bourg-Saint-Maurice, ça m'aidait aussi. Et là, mais j'avais pas tout le niveau. C'était impossible que j'arrive à gagner, ne serait-ce que je suis pas sûr qu'il y avait des finales, et pas encore. Mais et là, donc en gros, une semaine avant les mondiaux, je me trimballe. On était donc aux États-Unis. On avait une journée de récup. Dans un mall et je passe devant un magasin de télé avec 7-8 écrans devant la vitrine, et là je vois des tours qui brûlent, une tour qui brûle. Je dis bon bah ça va comme film, c'est sympa, ils sont forts ces Américains. Je repasse devant la vitrine un quart d'heure, une demi-heure plus tard, et là je vois toujours la même image. Je dis voilà, pour un film c'est un peu long quoi. Et je vois quelqu'un qui parle, il y a du monde qui commence à aller sur la vitrine, et là je lui dis mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce truc là? C'est pas un film, c'est un reportage, mais c'est en États-Unis, mais c'est à New York, enfin. Et là, on commence à se réunir tous pour aller dans le camion et rentrer. Et là, on commence à comprendre qu'en fait, c'était un attentat. Et on s'est dit merde, qu'est-ce qui va se passer? Mais on s'est dit nous, ça va continuer les jeux, enfin les mondiaux. On est loin, on est à Atlanta, c'est loin de tout ça. Et en plus dans la pampa, on s'en fout quoi. Les personnes s'occupent de nous du kayak quoi. Et alors déjà, on s'est aperçu qu'en gros tous les pays du Maghreb ne devaient plus pouvoir courir les mondiaux. On s'est dit oh ça craint ça. Pour quelle raison? Bah oui, parce que la MLN, machin, on croit que c'est les islamistes qui ont fait ça, machin. Donc on s'est dit bon tiens, ça commence déjà à influencer les mondiaux, c'est pas bon ça, et on était un peu peinés pour ceux qui étaient là, même si c'était pas les favoris. Et puis très vite on se dit en fait c'est peut-être les sélections, c'est carrément les mondiaux qui vont être annulés, et puis ça n'a pas traîné, on a su au bout de 2 ou 3 jours que c'était annulé quoi. Et on pouvait pas rentrer chez nous parce qu'on était tous les avions étaient cloués au sol. Donc on pensait rester encore 15 jours à se tourner les pouces. En plus on était dans un endroit super, dans des gîtes en bois, enfin fond de la pampa, mais bon 15 jours à tourner les pouces ça fait un peu long. Finalement on a réussi à prendre un avion dès qu'il y a eu les premiers vols qui sont partis au bout d'une semaine. Et on est rentré, voilà. Donc j'ai gagné encore une année de plus avec mon titre, et en arrivant en 2002, je défendais mon titre, mais pareil, j'étais plus du tout entraîné non plus. Enfin j'avais fait 2 ans à l'INSEP, c'était encore presque Tu pire. passes le professeur de sport. Voilà. J'ai fait un an avec Tony. On s'entraînait pendant 6 mois ensemble à l'INSEP. On avait tellement mangé de bateau en 2000 qu'on n'arrivait plus à s'entraîner, on était plus assez motivés, et puis notre priorité c'était le professorat. Et je me rappelle avoir fait une séance ou deux de muscu avec lui, au bout d'un quart d'heure on se regarde dans les yeux en espérant que l'autre motive l'autre, l'un motive l'autre. Et en fait on s'est dit mais en fait qu'est-ce qu'on fait là, on n'est pas motivé, ça sert à rien, et on sort, et on arrêtait. On a fait très peu de bateaux, pareil sur la Marne, à Joinville, les portes, j'ai des peines à voir. Donc, enfin, en gros, voilà, moi je m'entraînais pas de la semaine, Tony non plus, on s'entraînait que les week-ends. Et puis après, ça c'est l'inverse de ton rythme habituel, du coup. Ouais, voilà. Ça fait longtemps que j'avais changé. En 2000, ça fait longtemps que je m'entraînais même les week-ends. Mais voilà. Et donc après, j'ai repris jusqu'en 2003, j'ai fait les mondiaux à Augsbourg. Là, j'étais beaucoup plus entraîné déjà. Mais c'était je revenais en fait en force en 2003, sachant que 2004 c'était les Jeux à Atlanta, et là j'étais vraiment motivé à Atlanta. Je vous dis, je mélange tout. À Athènes. Et là donc j'étais bien déterminé pour refaire les sélections, et c'est ce qui se passait en 2003, j'étais déjà dans le coup. Et en 2004, dans les sélections, il m'arrivait un truc entre temps. À 2003, je me suis cassé le bras. Pas cassé le bras, je suis tombé en VTT, un entraînement à Besançon, enfin à Besançon dans le Jura, et je me suis fait une subluxation du coude gauche, une fracture du coude droit, et une acromyoclaviculaire sur l'épaule, stade 3/3. C'était en septembre, donc là j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pu reprendre le bateau en janvier quasiment. Je me rappelle, on avait fait les Jeux, on avait fait un entraînement au mois de janvier à Sydney. Et voilà, j'avais pas à tendre le bras droit qui n'arrivait pas à se fléchir, le bras gauche qui poussait, il se déboîtait. Et arrivé, donc j'ai quand même, ça allait mieux après pour les sélections, au mois de mars, mais j'étais pas en grande forme, et j'avais pas encore toutes mes capacités. J'ai fait 6e, donc là j'ai dit bon bah je passe pas ces sélections, il est temps que j'arrête. Voilà. Mais j'avais bien l'intention de finir avec une 4e Olympiade avec Tony par exemple de nouveau. Mais ça s'est pas fait. Donc je suis allé là-bas, mais en tant que supporter, ça a été une super expérience aussi, mais de l'autre côté de la barrière.
On revient à 99. Ouais. Donc après Atlanta 96, t'as les mondiaux 97 au Brésil, si je me trompe pas. Tu fais quoi au Brésil? En 97, c'est une année particulière parce que c'était la seule année, c'est l'année où je pense que c'était le top de ma forme. Physiquement, j'étais enfin au top et j'ai arrivé à finir mes parcours sans problème, mentalement aussi, enfin, j'étais très bon et c'est la seule année où je suis pas passé aux sélections. Alors ça a été particulier parce qu'on avait, comme il dû le dire Brigitte, on était un peu cette année-là, j'étais leader de la catégorie. Brigitte, c'était pareil en kayak dame, les Addison Forg et Vincent Fonovio en kayak homme. Et les entraîneurs avaient changé de mode de sélection, il y avait que deux courses. Et c'était, je crois, la meilleure des deux courses ou l'addition des deux manches, je sais plus. Bref, en gros, il fallait absolument gagner la première. Sinon, fallait faire une bonne résultat, mais surtout pas faire 50 quoi. Et il y avait une descente dans un contre à Foix, c'était à Foix, et une reprise directement dans un rouleau. Et soit on faisait marche arrière, soit on faisait marche avant. Nous, on a tous fait les leaders, on a tous fait marche avant. On s'est tous plantés. Et 50, en gros, c'était fini. Fallait juste, la seule solution, c'était on devait gagner la deuxième course. C'était la seule solution. Sauf que, avec la pression et tout ça, concurrence, c'était pas évident. Et en kayak et en C1 où la concurrence était la plus élevée, par hasard, on n'y est pas arrivé. Vincent, je sais plus ce qu'il a fait, mais il est pas arrivé. Moi, j'ai fait deuxième. Je suis gagné en temps, j'ai fait une touche. Alors là, c'était pas quelle époque, c'était peut-être 2 secondes la touche. Je suis passé à 2 dixièmes près derrière Patrice qui gagnait. Et donc voilà, j'ai pas pu passer les sélections et ça a été une grosse remise en cause, en tout cas une grosse frustration pour ma part. Alors que j'étais super bon et en plus Brésil c'était sympa, c'était une bonne destination, c'est super sympa. D'ailleurs, ça a été super sympa. J'ai vu des vidéos où c'est ce qui m'a le plus frustré, c'était plus que les mondiaux, c'était la fameuse course derrière dans l'énorme bassin en aval des chutes de Victoria. La marmite de 5 voilà, mètres et de ça, large. ça m'aurait plu, mais de faire un border cross là-dedans, j'aurais tripé. C'est presque ça qui m'a le plus frustré. Voilà. Et puis 97, voilà, c'était une année off pour moi. J'en ai profité pour prendre des vraies vacances au mois d'août et j'ai été visiter les parcs avec ma compagne. Ça a été une énorme expérience touristique. Visiter les parcs. Américains, oui. Ah oui. Yosemite. Voilà. Ouais. Et du coup, après ça, tu reviens gonfler à bloc, j'imagine, 98. Toujours pas de mondiaux en 98, c'est encore une année off. Sans championnat du monde. Ouais, c'était 98. Alors j'ai pas beaucoup de souvenirs en 98. Je me rappelle juste en regardant Wikipédia, je sais même plus mon palmarès. J'avais gagné une Coupe du Monde à Wassao. Non, ouais, à Wassao, je crois. Et voilà, je me rappelle pas grand chose de cette. A priori, j'ai fait 4e au classement général, donc j'étais encore dans le coup. Mais ça commençait à devenir dur pour moi parce que la concurrence, les Estanguets étaient toujours, enfin Patrice était toujours en grande forme, de plus en plus. Tony arrivait, Hervé était encore là, Carlo aussi, je crois. Et puis il y avait Yves, non Yves, je crois que il avait était encore entraîneur, il était entraîneur du Pôle Espoir, je crois, je sais plus. Une très mauvaise mémoire de poisson rouge. Donc désolé les copains. Bref, 98, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais 99, en gros 97, enfin 98, 99, c'était un peu le déclin. Je commençais à de plus en plus dur à l'entraînement, de plus en plus à douter de ma capacité à gagner vraiment, parce que j'avais pas gagné de jeu, ni de médaille, ni au championnat du monde, j'ai toujours passé à côté. T'avais quel âge? En 98, j'avais 27 ans, en 99, 28 ans. Et la concurrence des jeunes poussait derrière, et en 99, il y avait déjà Tony qui était leader, on va dire, il commençait à gagner les courses de plus en plus. Patrice était pas loin derrière, moi je me tirais à la bourre avec eux, mais j'étais plutôt dans la pente descendante et eux dans la pente montante. En tout cas, Patrice était encore sur un plateau. Et puis tout le monde se disait, Manu, il était très bon avant, il fait toujours des super résultats régulièrement, mais souvent, quand il y a des gros événements, il se plante, quoi. Et c'est là que j'avais une pression énorme, parce que je savais que ma carrière était bientôt finie. Les mondiaux, il n'y en avait pas tous les ans non plus, et que c'était CO, et qu'il fallait que, voilà, tout le monde me disait, Manu, c'est bon,
il est bon, mais il fera jamais plus, il jouera plus rien, il est trop vieux, quoi. Et 99, c'était, je crois que j'ai fait 14e au classement général. J'ai fait ma plus mauvaise saison, c'était en 99. Et pourtant, je gagne les mondiaux. Comme quoi, il n'y a pas de logique. 97, ma meilleure saison, je fais rien, et 99, je gagne alors que... C'est l'aboutissement de ta 2 chevaux, de ta Ferrari. C'est là que ma Ferrari était super bonne, et que j'étais vraiment très bon là-dessus. J'ai peut-être travaillé un petit peu ma route aussi, j'ai réussi à combler 2-3 petits trous, et des quelques bosses. Le fait aussi d'être je sais pas trop, en fait, ouais, je pense que je me suis surtout mis une pression énorme, et j'ai été super fort dans mon pilotage de ma voiture. Ma voiture était au point, mais il fallait encore arriver à la piloter, et j'ai été très fort mentalement pour la piloter, quoi. Donc c'est vraiment une course que t'as gagnée au mental. Ouais, à l'arrache, quoi, vraiment. Et là, je me suis dit, mais c'est juste pas possible de faire cet exploit-là, de le renouveler, mettre autant d'énergie à le renouveler, c'est pas possible. Donc, pour moi, mais si c'était ça la solution, la clé pour les autres, ça serait pas possible non plus. Certains, même Martican, arrivaient déjà à gagner régulièrement, tout le temps. Je me dis, mais il peut pas faire ça à chaque fois, c'est pas possible, c'est un extraterrestre aussi. Donc je me dis, bah, la solution n'est pas là, je me suis trompé de cible, quoi. Alors, j'étais pas bête, je savais très bien que à côté, il y avait tout ça à côté, mais je pensais que les techniques, tout ce qui, voilà, l'utilisation mentale, PNL, Sophro, tout ça, ça pourrait suffire, mais Toi, tu faisais tout ça. oui, je faisais tout ça, je faisais un peu de la méditation, enfin voilà, j'étais un peu en avant-gardiste à l'époque déjà, on me prenait un peu voilà, enfin, Pedro était à fond là-dedans aussi, je sais que tu un athlète me regardait en dégrosé en me disant, mais c'est quoi, voilà, on va pas faire ça, on n'est pas fou, on a pas des problèmes de psy, pourquoi on ira voir un psychologue, quoi, je dirais. À l'époque, c'était un peu ça quand même, hein. Je me rappelle, Pinuche avait ramené une de ses relations pour parler un peu de ça dans un stage c'était assez haut, un stage assez haut. Alors, c'était en 98 ou 99, il y a des athlètes qui disaient, mais non, mais vous prenez pour qui, là? On n'est pas des neuneux, quoi. Enfin, et même la collègue était venue, elle était un peu mal à l'aise, quoi, en disant, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Enfin, c'est pas très bien passé, quoi. Alors, certains, pas de soucis, mais voilà. À l'époque, c'était quand même pas simple. Et malgré ça, t'as quand même envie de repartir. Enfin, de toute façon, t'es sélectionné pour 2000, t'es champion du monde. Bah, moi, je savais que j'avais mon potentiel, sauf qu'il n'arrivait pas à éclore. J'ai gagné des coupes du monde régulièrement, ou d'être sur le podium. J'étais toujours dans les 3-4 premiers au classement général, enfin, à la coupe du monde. Je me plantais juste aux mondiaux. Enfin, le planté, ouais, j'ai fait 4e en 95, j'ai fait une petite touche, mais sinon je gagnais. Donc j'étais toujours très proche, mais j'avais pas de médaille, encore moins de titres. Et donc à force, on croyait toujours en moi parce que j'étais toujours dans le coup et très proche, mais finalement il n'y avait pas de médaille. Donc à force, on se dit, nous en plus il commence il commence à être, la concurrence arrive. Et là je me dis, mais moi à 99 je gagne, 2000 pas de souci, quoi. Je suis encore à fond motivé. Même si tu te disais que c'était super lourd à porter toute ta préparation pour 99. Mais en fait, c'est que tu t'en es rendu compte plus tard. En fait, le fait de gagner, mentalement, tu reprends confiance. J'avais perdu cette confiance en 92. J'ai mis du temps à la regagner, mais une fois que j'avais, j'avais pas de souci, quoi. Donc voilà. Après, effectivement, Tony était là, il était déjà super fort. Je savais qu'il y avait du level. Et Marty qui était là aussi. Enfin, il y avait vraiment de quoi avoir un bon challenge, quoi. Alors, par contre, j'avais été présélectionné parce qu'on avait 2 places. On était les seuls à avoir 2 places. Ou les Slovaques avaient 2 places aussi, mais sinon tout le monde était à une seule place. Et donc moi, j'avais décidé de pas faire les sélections. Déjà parce que ma préparation physique avait pas besoin de faire un pic 1 mois ou 2 avant les Jeux. Et puis, je savais rien de me confronter non plus à la concurrence gratuitement comme ça. Donc j'avais fait les sélections allemandes en même temps. Et j'avais mis un nouveau bateau aussi. Donc j'avais changé pas mal de choses. Et puis le fait d'être sélectionné à l'avance, c'était un confort. En même temps, on n'est pas toujours le meilleur dans le confort. C'est-à-dire que le fait d'avoir une concurrence vraiment, je pense que des fois ça a du bon. Et avec le recul, alors j'ai physiquement, mentalement, tout allait bien pour les Jeux de 2000. Mais avec un peu de recul, je pense que si j'avais eu un gros bonus, ça m'aurait permis d'être peut-être encore là au Jeux en 2000.
mais T'aurais dû te mettre au niveau sélection. ça m'aurait mis un peu, ça m'aurait piqué, quoi. Ça m'aurait été obligé et on n'est jamais meilleur que qu'on est piqué, quoi. Par contre, voilà. Après, j'étais à fond motivé, à fond super. Enfin, j'étais dans le coup vraiment. Il y a aucun souci pour les jeux de Sydney. Mais j'ai eu une protrusion ensuite, enfin une protrusion, une disco ligamentale au cervical, et 10 jours avant les Jeux, pendant un débordé en entraînement, j'ai été bloqué au lit à pas pouvoir bouger avec une minerve, et j'ai pu bouger, et je me suis dit voilà, j'ai jamais pouvoir prendre le départ des Jeux, quoi. Et puis Fred Allman qui s'occupait de nous, qui était le chiro de l'équipe de France à l'époque, et qui m'a soigné, m'a contracté et tout ça, et finalement j'ai réussi à reprendre le départ 3 jours avant. J'ai pu reprendre ma condition physique et mes mouvements, et donc là je me suis dit c'est génial, c'est du bonus, quoi. Je pensais même plus prendre le départ, quoi. Et alors j'étais pas en grande forme non plus au niveau articulaire, ça m'a pas aidé, sauf que j'avais rien fait pendant une semaine. En même temps, j'étais reposé, hein. Mais ça m'a pas aidé dans ma finale, quoi. Alors, je fais 4e avec une touche. Quand j'arrive en bas, je dois être 2e, ou en tout cas, il reste encore peut-être Martican et Tony. Je sais plus qui c'est qu'il y avait devant. Enfin bref, en tout cas, il y avait encore Tony qui passait. On était sûr qu'un des deux Français avait une médaille. Donc je savais que j'avais fait une super manche, que j'ai eu pas mal de vent, et en plus j'ai fait une touche. Donc je me suis dit Tony avait eu grande chance de me passer devant, j'étais pas très content de ma course, et je me dis s'il me pousse du podium, au moins qu'il le fasse par la meilleure des manières en gagnant. Donc c'est ce qu'il a fait, donc là c'était plutôt pas mal. J'aurais été frustré qu'il me pousse du podium en étant 3e. Donc voilà, c'était super, c'était une super victoire, parce on l'avait, moi j'aurais jamais gagné, donc c'était super que Tony gagne, et on l'attendait depuis longtemps, hein. Le titre mondial, on l'a attendu depuis 49. Les médailles olympiques en C1, on l'avait jamais gagné, et c'est pas sûr qu'on la gagne derrière. Donc c'était génial. Moi, j'étais super content pour lui, et pour la France, et pour la discipline et tout ça. Et voilà, donc j'ai arrêté ma carrière après ça. J'avais fait quand même une longue carrière, 20 ans. T'as pas arrêté tout de suite, t'as continué jusqu'en 2004. Tu disais tout à l'heure. Oui. T'as fait une pause pour faire le professeur de sport. Oui, voilà, j'ai fait ma pause, 2 ans, et après j'ai repris, et oui, c'est vrai, moi j'ai dû synthé 4 ans plus tard, mais c'est Tony qui a gagné les 2 fois, du voilà, coup. C'est gagné, je mélange tout, mais ça fait tellement longtemps, j'ai passé tellement de choses que je mélange tout, et que la mémoire des poissons rouges. Oui, donc voilà, j'ai arrêté en fait pendant 2 ans, j'ai repris et à fond pendant 2 ans, et après voilà, j'ai pas passé à Atlanta, et j'ai arrêté là, sous ma blessure en fait. Athènes. T'as encore dit Atlanta. Mais moi, voilà, la fatigue, là, ça fait déjà un moment. Ouais, on va tarder à arrêter. Raconte-nous juste maintenant ce que tu fais. T'es CTR Île-de-France. Ouais, alors voilà, j'ai commencé CTR au Poitou-Charentes 2 ans. Et puis après j'ai fait 11 ou 12 ans à la Fédé, à la CTN, enfin service d'animation sportive. Et ce que fait un peu Lionel Fraisse et Mehdi le guide actuellement. Et puis depuis 3 ans, je suis CTR en Île-de-France. Tu t'éclates? Je m'éclate, ouais, c'est super. Quand je voulais monter à Paris, je voulais déjà être CTR parce que je voulais être sur le terrain. Alors c'était une super expérience et riche expérience à la Fédé, mais content d'être revenu sur le terrain, et puis de voir des jeunes, et d'être plus souvent sur le bord, même si on est trop souvent sur son ordi, même en tant que CTR. Mais non, c'est une super chouette expérience. Puis maintenant qu'on est sur le site olympique, on a un peu le monde autour de nous, sans bouger son bureau, c'est super. Super. Bon, merci beaucoup Manu, c'était un plaisir. Et puis je te souhaite une bonne continuation dans tes missions. Merci bien, et puis bon courage, et puis bravo pour ce que tu fais. Merci. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.